Vous avez vu cette bibliothèque, nouvelle bibliothèque, pas nouveau Jean-Louis, hein, c'est toujours le même, mais là on a quand même des nouvelles références et ça va changer. Les studios de Verisme TV ont déménagé et on est aussi en train de refaire cette fameuse bibliothèque qui a été, il faut le dire, hein, la bibliothèque la plus connue de YouTube. Donc je suis très content de vous accueillir dans le nouveau studio. Jean-Louis aussi est très content d'être toujours de la partie. On va, comme toujours, explorer la physiologie et je vous remercie vraiment pour votre soutien durant tout l'été où il y a eu peu de vidéos, certes, mais vous avez quand même été là dans la communauté pour commenter, pour partager, etc. Et je vous ai fait un sondage il y a peu de temps, vous proposant de choisir quel serait le prochain thème, les prochains thèmes sur Verisme TV. Il y avait de la neuro, il y avait de la philosophie, il y avait des vidéos plus pratiques, etc. Et vous avez, vraiment, ça s'est joué au pourcentage près. Mais en est ressorti d'abord traiter neurophysiologie. Puis une vidéo purement physiologie et des vidéos pratiques. Ok, et ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tout ça dans l'ordre. Et on va vous proposer dans les prochains temps des vidéos sur ces thèmes-là avec notre Jean-Louis national. Donc voilà, c'est super. Comme toujours, vous savez que cette chaîne, on l'a construit ensemble. C'est une chaîne communautaire. Et donc je vous propose aujourd'hui de faire un cours avec Jean-Louis. Là, vous avez vu, il est bien chargé quand même, hein, notre ami, sur les addictions. C'est une synthèse, cette vidéo, du cours que j'ai fait pour mon école, le Centre Naturopathie et Hermès, sur la compréhension en fait des addictions. Je dis l'addiction, ça c'est plus juste que les addictions. Parce qu'on va voir en fait que, comme pour le lien social, dont on a fait une vidéo il y a peu de temps, les voies en fait dans les circuits neuronaux sont les mêmes. Et comprendre le phénomène de l'addiction, c'est en fait comprendre toutes les addictions. Dans leur principe. Après, évidemment, dans leur application, dans leur traitement et dans le fait même de se sevrer d'une addiction, évidemment, les mises en pratique sont différentes. Mais tant qu'on comprend la boîte à outils, après, c'est beaucoup plus facile de choisir les outils. Autrement dit, le contenant détermine toujours le contenu. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est pour ça qu'ici, on parle de principes et qu'on parle très rarement des règles à mettre en pratique. Les règles, c'est individuel. Les principes sont globaux et s'imposent à nous. Donc, on est parti sur les addictions. Donc, on va parler évidemment des drogues, on va parler évidemment de l'alcool, mais aussi on va aller voir du côté de la pornographie, du jeu vidéo et des troubles du comportement au sens très large du terme. Hein. Donc, pour comprendre les addictions, dans un premier temps, il faut comprendre les 3 grandes voies dopaminergiques du cerveau, dont on a déjà parlé sur Verisme TV, mais c'est important de les reprendre. Et ces 3 grandes voies sont la voie mésolimbique, la voie nigrostriatale et la voie tubéro-infundibulaire. C'est surtout les 2 premières qui vont nous intéresser au niveau du comportement. Mésolimbique, la voie en bleu, qui part de l'aire tegmentale ventrale, l'ATV, projette, fait synapse avec une aire en vert, ici, cette bulle en vert que j'ai dessinée, qui est à l'intérieur du cerveau, hein, c'est dans la région un peu plus archaïque, hein, ancienne du cerveau qui s'appelle le striatum, et le cortex, donc la couche externe du cerveau. Aire tegmentale ventrale, striatum, cortex, ça c'est la voie mésolimbique. Okay, donc ça c'est vraiment la voie qui est associée avec la dopamine, c'est la voie de la motivation. La substance noire et le striatum, c'est ce qui compose la voie nigrostriatale. C'est facile. De toute façon, en neurosciences, c'est très simple. Vous prenez, quand c'est composé comme ça, nigrostriatal, le premier terme donne en fait le point de départ, le deuxième terme donne le point d'arrivée. Donc, les neurones qui utilisent la dopamine sont sécrétés par la substance noire, la substantia nigra, et arrivent au striatum, cette même structure. Ça, c'est typiquement la voie qui est associée au mouvement et à la coordination. Voilà. C'est pour ça que dans la maladie de Parkinson, et on en reparlera tout à l'heure, on a des problèmes de motricité.
Et on a des tremblements, etc. Les cas les plus connus, évidemment, sont Michael J. Fox ou Mohamed Ali. Donc, substance noire, striatum. Ça aussi, c'est une voie utilisée, dans laquelle on utilise la dopamine, le neurotransmetteur, pour transmettre l'influx nerveux. Okay, et la voie tubéro-infundibulaire va moins nous intéresser, mais c'est toujours utilisation de la dopamine. Et la dopamine, qu'est-ce que c'est ? C'est la molécule du désir, de la motivation et du mouvement. Désir, motivation, mouvement. Vous voyez qu'on n'utilise absolument pas le terme de plaisir. Et s'il y a bien quelque chose à retenir d'ores et déjà, c'est que ce que l'on désire dans la vie, c'est pas forcément ce que l'on va aimer. Alors que, très concrètement, hein, si vous réfléchissez, si vous demandez à quelqu'un, est-ce que tu penses que ce que tu désires, c'est ce que tu aimes ? Est-ce que tu aimes ce que tu désires ? Généralement, la personne va dire oui. Bah ouais, je désire ce que j'aime. Sinon, pourquoi je le désirerais ? Je vais pas désirer quelque chose que j'aime pas. Et ouais, mais c'est plus subtil que ça. Et je pense qu'on l'a tous expérimenté dans sa vie. On a désiré un objet pendant des mois, des années, et le jour où on l'a eu, en fait, ça nous a fait plaisir, mais pas plus que ça, où on est très vite passé à autre chose. Ben oui, en fait, les voies du désir, c'est ce que j'ai écrit là, elles sont persistantes. Le désir, il est persistant. Par contre, la joie, elle est éphémère. Dans notre cerveau, on a différents circuits pour exprimer la joie, le contentement de ce que l'on a, et d'autres circuits complètement différents, où là, c'est la dopamine, donc, pour désirer ce que l'on n'a pas. Et c'est pour ça qu'en fait, la dopamine, c'est la voie de l'insatisfaction. Et c'est hyper important, en fait, c'est ça qui va nous faire comprendre comment fonctionnent les addictions. La dopamine, c'est comment maximiser son environnement pour augmenter ses chances de survie. Du point de vue de la survie, c'est parfait. Et si on n'avait pas ça, on serait pas là pour en parler. Si on n'avait pas un moyen d'optimiser notre environnement et de toujours être légèrement insatisfait, on n'aurait pas sans cesse continué à rechercher des ressources, à améliorer notre habitat, à améliorer notre clan, notre tribu, à vouloir améliorer nos armes pour chasser, etc. On n'aurait pas ça. Et on n'a même pas l'envie de bouger, la motivation de se mouvoir. Donc l'optimisation des ressources, la maximisation de l'environnement, c'est la molécule du « j'en veux plus ». Ne me dites pas si c'est pas bien, si ça va me faire plaisir ou quoi, j'en veux plus. Donc on comprend bien que si c'est la dopamine qui dit « j'en veux plus », la porte vers l'addiction, elle est grande ouverte. Donc il va falloir faire super gaffe. Et comment faire super gaffe dans un monde où on est pléthorique, où on nous donne tout. Dans les supermarchés, sur le portable, Uber Eats nous fait livrer de la nourriture. On a à disposition toutes les ressources. Mais on a un circuit qui nous dit sans cesse « j'en veux plus ». Ça va être compliqué. On sent bien que le monde actuel joue sur ça et ça va être compliqué de ne pas tomber dans une addiction. C'est pour ça que de nos jours, il faut être très prudent et commencer par comprendre ce système-là. Le désir, c'est une réaction. C'est pas un choix. On voit bien que c'est ancré en nous, ces systèmes-là. Et que vous le vouliez ou non, si on se réunit tous dans une pièce et que je vous fais passer devant vous un plateau de nourriture, obligatoirement, vos regards vont se diriger vers la nourriture. Obligatoirement. Ça va attirer votre attention. Et quelque part en vous, ça va sécréter, faire utiliser ces voies de la dopamine. Idem, si je fais passer devant vous un partenaire sexuel qui corresponde à vos goûts, qu'il soit un homme ou une femme, etc. Si ça correspond à vos goûts, obligatoirement votre regard ou votre attention va être dirigée vers cette personne, vers cette ressource de nourriture, parce que c'est, encore une fois, ancré en nous d'augmenter nos chances de survie et aussi d'augmenter nos chances de transmettre notre patrimoine génétique. Ça, c'est archaïque. Donc, repensons à toutes les publicités qu'on voit dans notre quotidien, les panneaux publicitaires, quand vous rentrez dans un supermarché, les choses qui clignotent, la nourriture, etc. Comment faire pour que nos systèmes dopaminergiques ne soient pas allumés H24 ? C'est très compliqué de nos jours. Et ça, c'est pas un choix, c'est-à-dire c'est pas à raisonner, c'est pas je choisis ou pas. Ça se passe, c'est une réaction. Donc si c'est une réaction, la seule chose à aménager, c'est l'environnement. Et vous savez très bien que le vivant est à l'image de son environnement, a fortiori l'être humain.
Donc, comprendre que l'environnement nous conditionne et que c'est une réaction en fait de désirer, c'est pas un choix. Okay. Après, on va voir que nos systèmes supérieurs peuvent effectuer un contrôle top-down, c'est-à-dire du haut vers le bas, sur l'inhibition de ces pulsions. Encore heureux. C'est ce qui nous différencie de, par exemple, les poules de mon potager, de mon poulailler, pardon. Quand je leur donne de la nourriture, elles se jettent dessus. Elles ne réfléchissent pas à demain. Elles se disent pas, peut-être que demain il n'y en aura plus, je vais faire des réserves, etc. Elles mangent tout. Ok. Bon, nous, on arrive à avoir un contrôle. Mais ce contrôle-là, c'est toujours une tension entre la pulsion et la raison, entre l'émotion et la raison, un tiraillement, deux forces contraires qui épuisent l'organisme. Donc on a tous une proportion à nous dire faut pas que je fasse ça parce que c'est pas bien, mais jusqu'à un certain point. Donc c'est énergivore. Donc il va falloir comprendre aussi que l'aménagement de l'environnement, c'est très important pour les addictions. Ce sera la première leçon dans les outils. Normalement, la dopamine, ce qu'elle provoque en nous, c'est la règle des 3 E. C'est énergie, enthousiasme, espoir. Normalement, ça doit donner de l'énergie saine pour nous mouvoir, pour nous motiver et pour bouger. Hein. D'abord, la dopamine, c'est ce qui nous permet de donner naissance à la motricité. Okay. L'enthousiasme, on est dans une sorte d'euphorie, une sorte d'excitation. Voilà, ça va de la petite excitation à l'euphorie véritable. Hein, il y a un spectre, mais normalement ça doit provoquer quelque chose de positif. Hein. Et l'espoir d'un futur meilleur. Okay. C'est pour ça que ça nous attire. Ça, à partir du moment où il y en a un qui tombe en rade, on s'en va vers les addictions. Okay. S'il y a un déséquilibre des trois, c'est-à-dire j'ai plus d'énergie, j'ai plus d'enthousiasme et j'ai plus d'espoir, et pourtant je continue à consommer cette drogue, cet alcool, etc. Et les addicts le savent très bien. Quand on est addict véritablement depuis un certain temps à une molécule, il n'y a plus véritablement d'enthousiasme. Hein, on reprend en fait la nouvelle dose pour faire cesser la douleur uniquement, et pas pour déclencher quelque chose de positif. On a un rapport malsain avec la substance, c'est-à-dire qu'on la déteste parce qu'on sait qu'elle nous fait du mal, donc on n'est plus du tout dans l'enthousiasme, on est cassé au niveau de l'énergie, et on sait très bien que ça mène que à des choses négatives, donc il n'y a plus d'espoir. Donc l'un des 3, ou 2 sur 3, ou les 3, quand ça tombe en rade, c'est que c'est une addiction. Et ça nous renvoie en fait à la compréhension de comment le cerveau map en 3 dimensions, crée une carte en 3 dimensions de notre environnement, c'est-à-dire nous au milieu de cet environnement et l'environnement en tant que tel. Il y a d'abord nous-mêmes. Au centre, c'est l'espace péripersonnel et l'interoception. Péripersonnel, ça veut dire moi-même et toutes les choses que je peux attraper avec ma main. Hein, vous savez, l'empan, là, cet espace-là dans ma main, c'est ce que je peux agripper, ce que je peux tenir. C'est très important pour moi, ce que je peux attraper. C'est des choses avec lesquelles je peux interagir immédiatement. Donc ça fait, grosso modo, un cercle de 1 mètre à 2 mètres autour de moi. D'accord ? Et mes ressentis personnels, mes ressentis de mon corps. Ça, c'est l'espace péripersonnel et les perceptions, l'interoception de l'intérieur. C'est médié par des endocannabinoïdes, la sérotonine, l'ocytocine, la vasopressine, qui sont des neurohormones, qui sont des molécules dans le corps du ici et maintenant, hein, de ce qui se passe ici et maintenant, dans l'instant présent. D'accord ? C'est pas dans le passé, c'est pas dans le futur, c'est le cocon actuel du ressenti, du bien-être, etc. Avec tout un tas de variabilités à l'intérieur, à l'intérieur desquelles je ne rentrerai pas dans cette vidéo, mais c'est évidemment, c'est très schématique tout ça, et rien que pour la sérotonine, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais voilà. L'espace, à contrario, extra-personnel, c'est tout ce qui va se passer en dehors de cette bulle-là. Donc en dehors du ici et maintenant.
C'est plus ici, hein, c'est un peu plus loin, par exemple les objets que j'ai dans ma pièce qui sont un peu plus loin que je peux pas attraper directement, et puis ce que je vois au loin, mon jardin, etc. Ce qui est loin et ce qui n'est pas maintenant. Donc c'est-à-dire ce qui s'est passé dans le passé, et surtout comment j'arrive à me projeter dans le futur. En fait, c'est la même chose, hein, se projeter dans l'espace, c'est-à-dire regarder le bout de mon jardin, c'est aussi loin dans le temps. Parce que si je veux aller là-bas, ça va me prendre du temps. Donc en fait, ce qui est loin dans l'espace, c'est loin dans le temps. Hein, c'est un lieu, voilà, et, comme on dit, spatio-temporel. Donc tout ce qui n'est pas ici et maintenant, quand j'arrive à projeter mon esprit dans un endroit loin ou loin dans le temps, c'est la dopamine qui me permet de faire ça. La dopamine, c'est ce qui nous permet d'avoir une pensée abstraite, okay, de nous dégager de l'instant présent et de tirer des liens entre des concepts, pensée conceptuelle et abstraite. Par exemple, je peux arrêter même quand je suis en train de vous faire cette explication-là, vous imaginez le cerveau, vous imaginez des couleurs, vous imaginez des traits, etc. Tout ça, normalement, un animal sauvage ne sait pas le faire. Nous, on a la capacité de fermer les yeux et de nous imaginer tout ça. Nous imaginer dans des situations, des expériences de pensée qu'on n'a pas vécues, qu'on n'est pas en train de vivre. C'est-à-dire, quelle sensation j'aurais dans mon corps si j'étais en train de voler dans le ciel, comme ça, comme un oiseau. Et on a des perceptions, et on ressent des choses. Ça, cette imagination-là, le côté abstrait, c'est très très fort, et l'humain est capable de le faire. En fait, c'est notre capacité à résoudre les problèmes aussi. Quand je vous pose un problème très abstrait, mathématique, vous fermez les yeux, et vous tissez des liens, et vous faites une formulation mathématique, par exemple. Ou bien, idem, je vous donne un puzzle, une énigme, hein, et vous y réfléchissez, vous faites des schémas sur une feuille, etc. Tout ça, c'est abstrait. Tout ça, c'est pas ici et maintenant, c'est dans une sorte de sphère cognitive. C'est espace extra-personnel. Et maintenant, pensons aux écrans. Pensons au monde abstrait qu'on nous propose dans un jeu vidéo. Tout ça, en fait, c'est une stimulation de l'espace extra-personnel, c'est une projection de l'esprit vers un paysage, par exemple, qu'on voit sur Instagram. Dans une vidéo, voilà. Tous les écrans, en fait, nous font travailler dans l'espace extra-personnel et les voies dopaminergiques. Et c'est pour ça qu'on connaît des crashs de ces voies-là, c'est pour ça qu'on connaît des absences totales du ressenti du corps, actuellement, de l'espace péripersonnel et de l'interoception, des personnes qui disent « je ne ressens plus mon corps ». Et toutes les personnes comme moi qui font de la préparation physique, qui accompagnent des gens, notamment dans le milieu du sport, vous savez très bien à quel point c'est difficile quand on prend une personne nouvelle qui n'a pas fait d'exercice physique depuis longtemps, ou de pratique corporelle en tout cas, et qu'on lui fait faire un exercice et qu'on lui demande comment tu te sens, et la personne dit je sais pas quoi te dire. Elle n'a pas de retour à nous faire parce qu'elle est, encore une fois, son esprit est bloqué dans l'espace extra-personnel, dans la vision externe, dans vous, par exemple, son coach. Elle va vous regarder et elle va pas du tout, quand elle pratique, ressentir son propre corps. Donc ça, c'est pour comprendre que les drogues, l'alcool, les addictions vont surstimuler ces voies-là, vont surstimuler en fait les voies du désir, de la motivation et de l'espace extra-personnel. Ok ? Au détriment de ici et maintenant. Et c'est pour ça que les addicts, généralement, dans leur lieu de vie, etc., c'est le bazar. Et le fait même de devoir combler les besoins de première nécessité d'eux-mêmes et de leurs enfants, de la nourriture, etc., ici et maintenant, tout ça, ils ne savent plus du tout le faire. Ça, c'est important. Donc, encore une fois, le désir est persistant, la joie est éphémère. Une autre structure dans le cerveau, très importante, c'est le cortex singulaire antérieur, ou le gyrus singulaire antérieur, pour un autre mot. Et ça, c'est ce qui donne du sens et de l'ordre dans notre esprit. Et j'ai marqué 3 petits points, et JCVD, et Jean-Claude Van Damme. Et ouais, parce que c'est un point que Sébastien Boller, un neuroscientifique français, relève très bien dans son livre.
Il parle de cette fameuse publicité dans les années 90 sans doute, où les téléphones portables ont été démocratisés, et il y avait une pub avec Jean-Claude Van Damme où il faisait un grand écart, et il appelait au téléphone un ami, et il dit « je t'appelle pour rien dire ». Et là, on avait le summum, en fait, du manque de sens. C'est-à-dire, le manque de sens était promu. Le truc absurde, complètement absurde, je t'appelle pour pas te parler, en fait, je t'appelle pour rien dire, c'était glorifié, c'était bien, tout d'un coup. Alors qu'avant, on aurait dit quelque chose qui est absurde, qui manque de sens, qui est débile, mais il faut le fuir. Ben maintenant, en fait, ça c'est bien, c'est devenu, encore une fois, ça a été glorifié. J'ai rien contre Jean-Claude Van Damme, mais je pense que pour cette pub-là, on lui a donné un script, et je pense que, entre autres cas, c'est quelqu'un de très intéressant. Parenthèse fermée. Ce manque de sens et d'ordre, ça a été c'est malheureusement très caractéristique de notre société, et ça a été complètement cassé par notre monde moderne. C'est-à-dire que par le passé, on avait la famille, les responsabilités dans la famille, les responsabilités dans le clan, dans le village, dans la ville, par rapport à nos proches. On avait la religion qui était beaucoup plus présente, en bien ou en mal, que ce soit bien ou mal, c'est pas le but de cette vidéo de se prononcer, mais en tout cas, ça tenait les individus. C'était des piliers comme ça, et on était redevable, on avait encore une fois, des devoirs vis-à-vis de ces instances. De nos jours, tout ça, c'est cassé. On est chacun derrière son portable, et on n'a plus du tout ces sens, ce sens plutôt, et cet ordre qui tient le monde. On a des codes, par exemple, en fait, ce cortex singulaire antérieur, il va s'allumer quand l'ordre établi n'est pas respecté. Par exemple, vous voyez quelqu'un griller un feu rouge, ou brûler un stop en voiture. Le feu rouge ou le stop, peu importe dans quel pays vous allez, c'est on s'arrête. Et ça, c'est unanimement dans le monde connu. Ça fait partie de l'ordre actuel. Feu rouge, stop, on s'arrête. Si quelqu'un grille ça, vous allez, lui, le cortex singulaire antérieur, il va donner un gros signal d'alarme. Et il fait synapse avec l'amygdale, qui est une structure dans le cerveau qui est là pour la gestion de la détection de danger. Est-ce qu'une situation est dangereuse ou pas? Comment on y répond? Fortement, pas fortement, etc. Et donc, pour nous, en fait, c'est un signal d'alarme, c'est un danger. C'est cette personne-là qui respecte pas les règles, qui respecte ni le sens ni l'ordre, c'est dangereux. Parce que pour qu'on survive tous ensemble, il faut qu'on ait un ordre. Il faut qu'on ait des valeurs, qu'on respecte, et qu'il y ait du sens derrière nos actes. Dans un monde qui ne fait ni sens ni ordre, où il y a, encore une fois, c'est du ultralibéralisme à outrance, véritablement, c'est devenu très difficile de laisser notre cortex singulaire antérieur tranquille. Il tire des signaux d'alarme sans cesse. Et comment on fait pour rétablir un petit peu d'ordre et de sens? On se trouve des micro-certitudes. Et les drogués savent très bien ça. Si ils savent que la dose qu'ils vont avoir aujourd'hui de leur drogue, par leur comportement ou par la prise d'une molécule exogène, va leur donner un plaisir, c'est une micro-certitude. Okay, c'est A égale B. Je prends cette dose, je vais avoir une sensation de bien-être, etc. Mais après, ça peut aller plus loin. C'est-à-dire que tous les protocoles de mouvement qu'on va avoir, les rituels, en fait, qu'on avait par le passé quand on faisait des rituels religieux, quand on faisait des rituels de groupe, vous savez, une prière tous ensemble, les mêmes gestes, on les répétait, etc. Ça prouvait notre appartenance au groupe, et ça nous rassurait. Ça rassurait notre cortex singulaire antérieur. Tout ça, on l'a plus. Concrètement, de manière moderne, ça s'est complètement perdu. Les chorégraphies, dans les danses folkloriques, etc., qu'on répétait et répétait. Comme on a beaucoup moins de choses comme ça de nos jours, eh bien, on va retrouver ça dans le fait même de consommer une addiction et d'être addict à une molécule. Par exemple, les fumeurs de marijuana. Tout le processus d'aller acheter la drogue au dealer, de revenir chez soi, d'effriter la drogue, de rouler le joint,
de tous ces petits gestes, etc., où la personne elle est minutieuse, d'allumer, de fumer, etc., tout ça, c'est une succession de micro-certitudes qui rassurent le cerveau. Idem pour la personne qui est accro au sexe et à la pornographie. Et c'était, il me semble, Chateaubriand, si je dis pas de bêtises. Vous me pardonnerez, mais en tout cas, un penseur, j'espère que c'est lui que je me trompe pas, sinon le pauvre, il va m'en vouloir depuis là où il est, mais qui parlait justement, sa citation célèbre, c'était le meilleur dans le sexe, c'est la montée de l'escalier. C'est-à-dire la montée en tension de l'anticipation du plaisir avec son amante, quand il montait les escaliers et que tous les petits signaux étaient les mêmes. C'est un peu un réflexe pavlovien, mais le bruit des marches de l'escalier qui craque, la tapisserie, les couleurs, les odeurs, l'odeur du parfum de son amante, tout ce qui précédait l'acte même sexuel, était une montée évidemment en dopamine, parce que là on est dans l'anticipation, dans l'excitation de quelque chose qui n'était pas ici et maintenant. C'était système dopaminergique maximum, et qui était autant de micro-certitudes que quelque chose allait advenir. Okay. Donc tous ces rituels-là sont présents dans les addictions et sont autant de moyens de se rassurer. Dans un monde qui est bourré d'incertitudes, où on ne parle que d'un futur qui va être pénurie de matières premières, pénurie de cela, et angoissant, anxiogène au possible. Alors que la génération de nos parents, moi j'ai 35 ans, donc voilà, génération de mes parents en tout cas, on n'est pas, je sais que vous êtes dans le public de Vérisme TV, vous n'avez pas tous le même âge, mais promettez l'an 2000 comme quelque chose d'extraordinaire. On avait un futur qui était positif. Maintenant, on nous parle que de choses négatives qui vont arriver et d'une planète qui va s'effondrer au niveau de l'environnement. D'un système économique et financier qui peut cracher d'un moment à l'autre. Donc, il y a de l'incertitude absolument partout. Comment on fait pour le cerveau pour se rassurer et pour pas que son cortex singulaire antérieur tire la signal d'alarme sans cesse? Eh bien, il passe par des micro-certitudes. Les addictions, c'est ça. Alors, comment on en vient, évidemment, à ces addictions? Comment ça se passe et quelles sont ces différentes? Alors, on va parler de l'alcool et des drogues, et on va parler de la pornographie et des jeux vidéo, pour parler d'un panel assez large. Différents alcools. Pour les alcools, j'ai marqué le titrage en pourcentage, les différentes muqueuses, et ne pas confondre la dopamine et l'intoxication. En fait, pour l'alcool, le pourcentage, c'est-à-dire plus c'est élevé, plus ça va exciter les voies dopaminergiques fortement, et plus vite il y aura un crash. Okay. Alors que, donc, on va comparer la vodka et le chardonnay. La vodka et le vin, par exemple. La vodka et la bière. En fait, la vodka va très vite monter dans le cerveau, parce qu'elle est titrée fortement en alcool. Donc ça va très vite vous faire connaître un moment d'euphorie lié à la dopamine, mais on va très vite avoir un crash. Et le crash de dopamine, j'en ai pas encore parlé, mais c'est toujours un rebond d'une légère douleur. Quand vous mangez quelque chose de très bon, déjà c'est surtout l'anticipation de quelque chose de très bon, vous avez un rush de dopamine, et ce qui va vous pousser à en vouloir une deuxième cuillère, généralement c'est quelque chose de sucré. Le sucre, c'est parmi donc les glucides, parmi les 3 grands macronutriments, glucides, lipides, protéines, c'est celui qui sécrète le plus de dopamine, et qui surstimule donc la voie du « j'en veux plus ». Donc le sucre appelle le sucre, d'accord. Alors que protéines et lipides, donc protéines et gras, beaucoup moins, voire presque pas. Eh bien, en rebond d'un pic de dopamine, on a une redescente qui peut être légèrement douloureuse. Si vous prêtez attention la prochaine fois que vous mangez quelque chose de sucré, vous allez voir que quand vous avez terminé, que vous avez avalé la première bouchée, enfin une bouchée en tout cas, ce qui va vous donner ce petit moment-là, c'est une petite frustration qui est presque douloureuse. Ça vous fait presque mal en fait. Et c'est cette douleur, pour l'arrêter, qui va vous donner envie de reprendre une nouvelle dose.
Pour faire cesser la douleur, on prend une nouvelle dose. Pour faire cesser la douleur, on a besoin d'une nouvelle dose. Ça, c'est la base de l'addiction. Okay. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les accros, depuis longtemps, depuis un certain temps, à une molécule, de la drogue ou de l'alcool, reprennent la nouvelle dose, non pas pour connaître un moment de plaisir, ça ils l'ont plus, mais pour faire cesser la douleur uniquement. Donc, pourcentage, ça monte vite dans les étoiles. On est euphorique, on connaît l'euphorie. Par contre, le crash, la douleur, est plus forte. Le vin, ça va monter un petit peu moins vite, et ça va redescendre un peu moins fort. Les premiers temps, les premiers verres, on connaît cette euphorie. Mais ça, c'est uniquement sur la dopamine, et après, c'est fini. Après, il y a le crash. Et ce qu'on veut faire après, en reprenant un deuxième verre, c'est reconnaître ce moment d'euphorie. Mais le mal est déjà fait, et on commence à avoir de l'intoxication. Il faut pas confondre la dopamine et l'intoxication. C'est pour ça que j'ai écrit dope n'est pas égal à intoxication. Le moment d'euphorie, on le retrouvera plus. C'est pas en prenant une deuxième dose qu'on va reconnaître un moment de je me sens bien, etc. Comme les premiers temps d'une soirée, on prend un premier verre et on commence à parler à tout le monde, on est content, vraiment on est dans un moment d'euphorie, on parle de tout, on est en fait désinhibé. Et puis, il y a une redescente au bout d'une heure ou deux, tout d'un coup on n'arrive plus trop à aligner trois mots, on est un petit peu vaseux, etc. On dit je vais reprendre un deuxième verre. Non. Le deuxième verre, il va pas faire monter de la dopamine, hein, ou très peu. Il va simplement augmenter l'intoxication. Et donc, finalement, si on continue, on prend 5-6 verres, ça finit dans les toilettes, tout ça. Okay. Donc l'intoxication, c'est le grammage par litre de sang qu'on connaît, hein, quand on souffle dans l'alcotest. Donc, important à comprendre le pourcentage vis-à-vis du pic de dopamine et ne pas confondre cette euphorie du premier verre et l'intoxication des suivants. C'est pour ça que les buveurs qui se connaissent bien, ils savent bien que je vais boire un verre en début de soirée et après je vais plus rien boire. Ils se connaissent bien, ils se jaugent bien. Et c'est pour ça que le but de cette vidéo, c'est pas de faire un procès à tout ça, c'est toujours, de toute façon, il n'y a que ça sur Véritisme TV, vous inciter à vous connaître vous-même. Les muqueuses, c'est ce qui va vous faire comprendre que au début, les drogués commencent par sniffer de la drogue, et puis au bout d'un moment, ils passent à fumer du crack, et puis au bout d'un moment, dernière étape, ils s'injectent directement dans les veines. En fait, plus la muqueuse est large et grande, plus la drogue va faire effet, et va sécréter ce rush de dopamine. La muqueuse nasale, c'est la plus petite, elle fait, je crois, 2 mètres carrés. La muqueuse pulmonaire, la muqueuse intestinale est plus grande, elle doit faire un truc comme 30 mètres carrés. On pensait que c'était beaucoup plus, mais il me semble que ça tourne autour de 32 mètres carrés si mes souvenirs sont bons. Encore une fois, j'ai fait le cours pour le centre naturopathie Hermès il y a peu de temps, donc c'est encore assez frais dans ma mémoire. Donc il me semble que c'est 32 mètres carrés. Pulmonaire, on fait x2, il me semble. On est plus à 60 mètres carrés. Donc ça commence à devenir grand, hein. C'est de l'ordre du terrain de badminton ou la moitié d'un terrain de tennis, quelque chose comme ça. Voilà. Donc on en vient à la muqueuse pulmonaire qui est très très large. Et dernière étape, on s'injecte directement dans le sang. Ok. Ce qui est vraiment la dernière étape terrible qu'on peut voir dans des films terribles aussi, comme Requiem for a Dream ou ce genre de choses. Que je recommande de regarder uniquement si vous avez le cœur bien accroché, parce que c'est une plongée dans ce monde-là. Donc, les différentes muqueuses, ça va vous permettre de comprendre si malheureusement quelqu'un dans votre environnement familial ou dans vos proches est dans cette situation d'addiction, okay, ou si vous êtes thérapeute, vous accompagnez. C'est important de comprendre la différence entre ces différents types d'alcool et la différence entre les modes d'administration des drogues vis-à-vis des muqueuses. La pornographie et les jeux vidéo, encore une fois, c'est faire ces micro-certitudes. Déjà, l'isolement, que j'ai écrit ici, l'isolement, c'est quand un isolement advient, et ça on le sait très bien en neurosciences, les addictions explosent, les pulsions explosent. Donc les autres nous cadrent.
Et c'est très important, nous rassure, et comme je l'ai expliqué dans la vidéo sur le lien social que je vous conseille d'aller voir, qui touche beaucoup à ces voies dopaminergiques aussi, ça nous nourrit. Et sans cette absence de nourriture, on va combler ce vide par autre chose. Donc l'isolement est très important à prendre en compte, et l'isolement est pléthorique, malheureusement, de nos jours. Donc les micro-certitudes, le rituel, les rituels, évidemment, à prendre en compte pour les addicts à la pornographie, c'est surtout, et le jeu vidéo évidemment. Alors déjà je vais faire le procès du jeu vidéo et je me fais l'avocat du diable. Pourtant le jeu vidéo c'est une voie royale, c'est une source de divertissement que j'aime énormément, au même titre que la pop culture, que les bandes dessinées, que un bon roman de fiction, que un bon film. Moi j'adore, je les ai toujours utilisés, c'est pour ça, c'est entre autres pour ça que je suis allé découvrir le Japon, la culture japonaise, qui est un pays quand même où les jeux vidéo sont extrêmement utilisés. Mais le jeu vidéo, c'est, comme j'avais utilisé cette analogie dans le cours que j'ai fait pour l'école, c'est un sabre ou un couteau de grand maître. D'accord ? C'est une lame parfaitement aiguisée. C'est un truc qui peut vous faire des sashimi et des sushis et trancher une viande parfaitement. Ok ? Une arme donc parfaitement aiguisée. Une arme parfaitement aiguisée, on peut aussi très très facilement se couper un doigt et se blesser. Donc, il faut utiliser cet outil avec beaucoup de précaution. Les jeux vidéo, il n'y a rien de mieux pour l'apprentissage. C'est vrai, on n'a rien fait de mieux. Par exemple, cet exemple est souvent pris par mon ami Idriss Aberkan pour les pilotes d'avion qui s'entraînent sur simulateur. C'est un jeu vidéo, hein. C'est un écran avec un joystick. Ils s'entraînent à poser l'avion. Et comme on va avoir un taux maximum d'essais-erreurs par unité de temps, en fait, donc il va y avoir un maximum de tentatives et de corrections en un minimum de temps, l'apprentissage, la plasticité neuronale va être maximale. Si vous voulez apprendre quelque chose, que ce soit jouer au tennis, jouer au foot, un mouvement, un geste, de la danse, il faut que vous répétiez et que quelqu'un vous donne une correction le plus possible. Donc par unité de temps, donc en une demi-heure ou en une heure. D'accord ? Le jeu vidéo permet ça. Permet l'apprentissage, et même le jeu en tant que tel. On repense justement à cette mère de famille qui avait appris à ses enfants le tableau périodique des éléments, donc de Mendeleïev, par la bataille navale. Donc au lieu de... ils jouent à la bataille navale, les deux enfants, et au lieu de dire B6, B7, porte-avions coulé, tout ça, eh bien ils jouaient sur des cases qui étaient le tableau périodique des éléments, et c'était fer, cuivre, manganèse, et ils ont appris en jouant. Et la nature est comme ça. Les bébés tigres apprennent en jouant, les bébés chats, les bébés chiots, tous les enfants du règne animal s'amusent à tester leurs crocs, à tester les mordiments, à voir quand ça fait mal, quand ça fait pas mal, à utiliser un peu leurs pattes, pousser, tirer, etc. par le jeu. Et le jeu vidéo, vraiment, représente une ressource par rapport à ça. Tester les réflexes, améliorer ses réflexes, véritablement. Donc, et c'est une source d'émerveillement, encore une fois, de projection dans des mondes imaginaires qui peuvent autant nous nourrir que les bouquins de fiction, comme Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, etc., qui peuvent vraiment nous ouvrir l'imagination. Donc, j'adore le jeu vidéo. Mais je sais que c'est une arme très bien aiguisée qui peut nous faire très très mal. Donc, il faut y faire prêter attention. Comme pour tous les outils. Tout simplement. Donc, l'accès facile à la pornographie et ou aux jeux vidéo, c'est un problème. Et l'accès facile aussi à la cigarette, que j'ai pas mis là et dont j'aurais pu parler, à la nicotine, c'est le problème numéro 1. C'est-à-dire que s'il y avait plus de barrières à l'entrée, on aurait beaucoup moins de consommateurs. La pornographie, c'est pareil. Dans un monde où on est de plus en plus isolé, si vous donnez l'accès au sexe à tout le monde, H24, on va augmenter les addictions par rapport à ce comportement-là. Donc l'accès facile est problématique. Pourquoi ça marche aussi bien le jeu vidéo? C'est que on a donc l'anticipation du plaisir pour la pornographie, on comprend bien. Le fait de jouer sur l'imagination pour la pornographie et les jeux vidéo, on le comprend bien aussi.
Imagination, donc, on en revient aux voies dopaminergiques, hein, c'est pour ça que j'en parle. La surprise, mais parce que quand vous avez une surprise, dans un jeu vidéo, par exemple, et le sentiment de progrès, on va en reparler, mais quand vous avez une surprise, c'est que vous avez un rush de dopamine beaucoup plus fort. Ce qu'on appelle l'erreur de prédiction, et il y a aussi l'erreur de prédiction de récompense. Par exemple, prenons un enfant à qui vous dites viens, on va se balader. Et en fait, vous voulez dans votre esprit, sans lui dire, vous voulez lui faire une surprise et que le long de la balade, en fait, vous lui offrirez une glace. Okay, mais vous lui dites rien. Et bien, on va se promener ensemble. Vous allez vous promener, et quand vous passez devant le marchand de glace, vous retournez et dites hey, tu veux une glace? Et là, c'était pas prévu. Surprise. Donc là, l'excitation est maximum. Dopamine, génial. Ok. La surprise, voilà, cette erreur de prédiction, elle peut être positive, mais elle peut être aussi très très négative. Si, avant de partir, vous lui dites viens, on va se balader et je t'offre une glace, le petit va être content. Il va avoir, encore une fois, beaucoup d'anticipation et de dopamine. Moins que pendant la surprise, mais il va y avoir de l'anticipation. Donc, excitation, etc. Projection dans l'espace extra-personnel, c'est pas ici maintenant, c'est dans le futur. Je vais avoir une glace. Partez marcher, etc. Et quand vous arrivez devant le marchand de glace, c'est fermé aujourd'hui. Crash énorme, même douloureux. Là, il va pleurer. C'est une douleur physique, véritablement, émotionnelle, donc physique. Et ça, les fabricants de jeux vidéo l'ont très bien compris. Il faut qu'il y ait des surprises positives, mais inattendues. Quand c'est inattendu, le corps surréagit. Par ces voies dopaminergiques, de l'excitation, aussi évidemment du système ici et maintenant, du contentement. Et ça, ce qu'on appelle le loot dans les jeux vidéo, c'est je me balade dans mon univers du jeu vidéo, je tue des ennemis, je plante des il y a des jeux vidéo où on tue pas du tout des ennemis, je plante des arbres, je m'occupe de mon jardin, etc. Mais je sais que je vais avoir des récompenses de temps en temps. Et donc je continue, et donc il y a une anticipation, une prédiction de récompense. Il faudrait que 25% du temps, il y ait une récompense significative. C'est-à-dire que une fois sur 4, quand je tue un ennemi ou quand j'ouvre un coffre, etc., il faut que la récompense, elle sorte un peu de l'ordinaire. C'est pas seulement une pièce de monnaie, c'est pas seulement un fruit de mon arbre, c'est un fruit en or qui me donne un pouvoir. C'est j'ouvre un coffre et j'ai une nouvelle arme qui change un peu la face du jeu, qui change en tout cas mon aventure, qui me donne une nouvelle habilité, qui me fait progresser, qui me donne plus de force, plus de rapidité, etc. Une fois sur 4. Quand j'ai cumulé 15 de ces choses assez significatives, je peux passer au niveau suivant. C'est le moment opportun pour passer au niveau suivant. Ça, c'est les statistiques qui sont faites par les analystes spécialistes dans le jeu vidéo. Donc c'est très intéressant de voir comment le cerveau fonctionne. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait une certaine quantité de choses pour être le bon moment pour passer au niveau suivant. Si c'est moins, ça va trop vite. Si c'est plus, c'est redondant et je m'ennuie. Et une fois sur 1000, il faut qu'il y ait un truc extraordinaire. La récompense soit extraordinaire. C'est vraiment la glace dont le petit garçon ne s'attendait pas. C'est l'objet qui va changer la face de votre jeu vidéo. Par exemple, si vous jouez dans un jeu vidéo, je vais citer un jeu vidéo que j'aime beaucoup qui s'appelle Metal Gear Solid, qui est un jeu vidéo d'infiltration. Imaginez, c'est un jeu vidéo comme James Bond. Imaginez, vous jouez James Bond. Imaginez, James Bond, il arrive à la fin de son aventure, et tout d'un coup, il trouve un camouflage optique. C'est-à-dire quelque chose qui le rend transparent, invisible. Il le rend invisible. Pour un jeu d'infiltration, être invisible, c'est incroyable. Donc, le joueur, il va pouvoir recommencer son aventure en étant invisible et donc jamais se faire repérer par les ennemis. Vous imaginez, James Bond, s'il était invisible, c'est les doigts dans le nez qui fait son aventure. Et il va pouvoir en fait redécouvrir l'entièreté de son aventure complètement différemment. Ou imaginez que tout d'un coup, on vous donne le pouvoir de voler. Et avant, vous étiez cloué au sol et tout d'un coup, vous pouvez voler. Donc vous allez recommencer en fait le jeu. La récompense est incroyable.
Et ça, il faut que j'arrive uniquement une fois sur 1000. Et ça, en fait, c'est la formule magique pour rendre accro à votre jeu vidéo. Pour être sûr que le joueur, il va passer des dizaines d'heures sur votre jeu. Les fabricants de jeux vidéo connaissent très bien ces statistiques. Okay. Ça peut dire que c'est mal, ça peut dire que c'est bien, c'est que maintenant qu'on sait ça, c'est important de comprendre pourquoi ça fonctionne, comment se passe notre cerveau, et l'expliquer autour de nous par rapport pour des gens qui seraient malheureusement pris dans un cercle vicieux où ils sortent plus trop de leur chambre et ils passent leur temps à jouer aux jeux vidéo. Les adolescents comme les adultes. Hein. Le problème avec les adolescents, c'est que le lobe frontal n'est pas complètement formé, développé. Et donc, ils ont beaucoup moins le contrôle dont je parlais tout à l'heure, top-down. C'est aussi une voie dopaminergique, c'est-à-dire que pour contrer la dopamine, on peut aussi avoir la dopamine, qui nous dit je sais que ce comportement-là est mauvais pour moi, je vais l'inhiber. Un adolescent fait moins bien ça, sur le papier, hein, théoriquement, qu'un adulte. Un adulte, on a le lobe frontal, le néocortex qui est bien terminé, et qui sait dire, bon, je sais que je veux perdre du poids, je sais que je suis en surpoids, donc je vais pas manger cette viennoiserie. Voilà, ça fait partie véritablement d'un des outils, la compréhension et le contrôle top-down pour sortir d'une addiction, mais malheureusement, comme vous l'avez compris, on n'est pas des êtres raisonnés. Sinon, on désirerait ce que l'on aime, et on aimerait ce que l'on désire. Et on n'aurait aucun comportement qui nous nuit. On peut pas tout résoudre par la raison. Voilà. Maintenant qu'on a terminé toute cette explication-là, on va en venir aux outils. Parmi les outils, il y a véritablement cette compréhension-là, physiologique, de nous dire, bon, ce comportement-là, il est pas bon parce que je comprends maintenant la physiologie et je vois directement les conséquences et je sais que son comportement me donne ni de l'énergie, ni de l'enthousiasme, ni de l'espoir et que j'en suis un peu piégé, c'est un cercle vicieux, ok, il faut que j'en sorte. Mais me dire, c'est pas bien, il faut que j'arrête, donc raison versus pulsion, c'est coûteux en énergie comme j'ai dit tout à l'heure. D'abord, le problème c'est l'accès facile. Il faut qu'il y ait une gestion de l'accessibilité. Et ça pour la nicotine et la cigarette, c'est sans doute un exemple qui est très parlant. Si seulement les cigarettes n'étaient pas vendues aux quatre coins de la rue dans les bureaux de tabac, H24 et surtout, en plus, on le sait très bien, souvent à des mineurs, on aurait beaucoup moins de fumeurs. C'est-à-dire que si c'était loin, difficile d'accès et plus coûteux, on aurait beaucoup moins de fumeurs, statistiquement. Le fait de dire « fumais-tu », de passer par la raison, de dire « fumais-tu », de mettre des images violentes sur les paquets de cigarettes, ça ne marche pas. Sinon, ça marcherait déjà. Ça ne marche pas. Passer par la raison, ça ne marche pas. Ou à la marge, très peu d'entre nous disent « bon bah, j'ai compris, je veux pas avoir un cancer des poumons, je vais arrêter de fumer ». Ceux qui ont cette volonté-là, et qui arrivent véritablement à se sevrer, sont minoritaires, et généralement c'est l'aboutissement d'un long processus. C'est pas du jour au lendemain. Okay. Si on mettait les centres qui vendent des cigarettes perdus au fin fond de la campagne, isolés, que tout le monde, et les citadins et même tout le monde, ait besoin de faire 10, 20, 30, 50 kilomètres pour y aller, que ça coûte plus cher, que le paquet de cigarettes était à 50 €, donc une barrière supplémentaire, je peux vous dire qu'on aurait beaucoup moins de fumeurs. Statistiquement, il y aurait des gens qui feraient des allers-retours, ça c'est clair. Mais statistiquement, on aurait une chute. Okay, ça c'est clair. Idem pour la pornographie. On ne devrait pas pouvoir ouvrir Internet et trouver ça tout de suite. Et surtout pas pour les jeunes. Moi j'ai beaucoup voyagé en Asie, vous savez que j'ai vécu 7 ans au Japon. Eh bien, dans certains pays d'Asie, les sites pour adultes, que ce soit violents, à caractère sexuel, etc., vous ne pouvez pas les trouver en faisant une recherche Google. Vous faites une recherche Google et il y a un message qui vous dit pour votre pays, certains résultats sont occultés, dont les sites pour adultes, à caractère violent, sexuel, etc. Et dans tous vos résultats, il n'y a aucune possibilité d'y aller. Et quand vous essayez véritablement d'y aller, vous ne pouvez pas y aller. Ok ? Ça c'est étatique, hein, c'est pas un filtre que vous pouvez désactiver, parental, etc. C'est pas possible. Donc nous en France on peut mettre des filtres parentaux, je le recommande à tout le monde, pour pas que ce soit accessible, hein, pas que ce soit facile d'accès.
Donc, jouer sur l'accessibilité, ça renvoie à l'environnement qui conditionne l'être humain. C'est beaucoup plus difficile pour une personne en surpoids qui veut arrêter, et qui sait ça concrètement que les sucreries c'est mauvais pour elle, la nourriture industrielle c'est mauvais pour elle. Ça sera beaucoup plus difficile de perdre du poids et d'arrêter tout ça si dans son environnement, chez elle, tous les placards sont remplis de chips, de pâtes à tartiner, de biscuits, etc. Donc déjà, il y a arrêter d'en acheter, en acheter beaucoup moins, et petit à petit, passer sur des produits qui sont sains, fruits et légumes, etc., nourriture brute, non transformée. Okay. L'aménagement de l'environnement est très important. Idem pour le fumeur, s'il y a des cigarettes partout, si son conjoint ou sa conjointe continue à fumer, ça va être compliqué, ça va être beaucoup plus dur en tout cas. Donc, l'environnement, le domicile. Les alcooliques anonymes, quand ils sont interrogés, ils savent très bien les 3 choses à contrôler pour pas retomber. C'est les fréquentations, les gens, les objets et les lieux. C'est-à-dire qu'un objet peut ranimer l'envie, le désir de l'addiction. Par exemple, tomber sur un briquet, voir un briquet, pour un fumeur, ça va lui donner envie de fumer. Les lieux, les bars où il avait l'habitude d'aller pour boire de l'alcool, où il a l'habitude d'aller pour fumer des cigarettes, etc. Ces lieux-là, pendant un temps au moins, il faut s'en sevrer. Et les fréquentations, les gens. Évidemment, faut arrêter de fréquenter les gens qui continuent à consommer les drogues, l'alcool, peu importe l'addiction qui est en cours. Le mieux, c'est, dans un premier temps, de les écarter de sa vie, ou de moins les fréquenter, voire plus du tout. Ça, c'est très important. De shifter la dopamine, comme j'ai dit tout à l'heure, la friction entre raison et émotion, elle est coûteuse en énergie, tout le monde finit par craquer un jour. Donc il faut ne pas se dire, arrêter de lutter contre, c'est-à-dire, il faut que j'arrête de manger des croissants, mais plutôt, je suis content de manger maintenant des pommes, etc., et je suis content d'adhérer à une dynamique saine pour moi. Voilà, au lieu de lutter contre, j'œuvre pour ma pleine santé, ma bonne santé, etc., et je rentre dans un cercle vertueux. Au lieu de donner de l'énergie à sortir du cercle vicieux, je donne de l'attention au cercle vertueux. Donc j'œuvre pour, au lieu de lutter contre. Ça c'est très important, c'est comment notre système dopaminergique, du haut vers le bas, va pouvoir contrecarrer l'autre système dopaminergique qui est la pulsion. Okay, donc je me projette dans l'avenir, mais dans un avenir qui n'est pas donc ici et maintenant, qui est l'espace extra-personnel, dans un avenir positif. Je me projette dans un avenir où j'ai perdu du poids, dans un avenir où je ne fume plus, dans un avenir où mon environnement est sain, et j'ai plus de problèmes de santé, etc., etc. Okay. Donc, pas seulement dans un avenir où je n'ai plus l'addiction, mais dans un avenir qui est positif. Donc ça, c'est le second outil, vraiment, qui est très important, cet objectif positif. Après, il y a évidemment être accompagné par un professionnel. Un psychothérapeute, un psychologue, qui a l'habitude d'accompagner des gens vraiment addicts, c'est génial. C'est vraiment ce genre de thérapie est vraiment très très important de pouvoir se livrer, verbaliser les choses, et surtout le professionnel va avoir tous les bons conseils, les retours sur expérience qu'il a en tant que professionnel. Les thérapies de groupe, ça aussi j'y crois beaucoup. Trouver un groupe qui a connu les mêmes épreuves que vous, et aussi va vous donner sans doute un mentor, un tuteur, vers qui vous allez être responsable. Vous allez vous sentir responsable, vous allez vous sentir accompagné, c'est lui qui va vous dire, qui va vous replacer, remettre dans l'ordre, mais aussi vous allez pouvoir vous confier à lui. Dire, voilà, en ce moment ça va vraiment pas, j'y arrive pas, etc. Ou qui va vous féliciter quand vous ferez des choses bien. Et ça, c'est vraiment très important. Encore une fois, pour le sens et l'ordre, les piliers, la structure, qui nous sont autant de micro-certitudes et qui nous rassurent quand on est accompagné. Évidemment, je vais vous parler des cycles circadiens. Quand on a fait notre rentrée du centre naturopathie et Hermès, le premier cours que j'ai fait, c'est sur le respect des cycles journaliers, de l'alternance jour-nuit, de voir le soleil le matin, voir le soleil le soir,
de la reconnexion avec la nature. Parce que ça, en fait, même pour un drogué, même pour quelqu'un qui est addict à une molécule ou quoi, au moins ça donne des ancrages pour les sécrétions hormonales et de neurotransmetteurs du matin au soir. Et ça permet de remettre dans les clous d'une journée normale donc tous ces marqueurs biologiques du corps. Et c'est beaucoup plus simple de jouer sur un corps qui est relativement clean que sur quelqu'un qui serait complètement déphasé. Et quand on est déphasé, toute la gestion de la glycémie, toute la gestion hormonale, toute la gestion des neurotransmetteurs tombe en rideau. Et si on a ça qui est en rideau, c'est très très compliqué, puisque vous voyez bien que tout ça en fait c'est une biochimie interne. Donc, même si c'est difficile, même si on met un réveil, qu'on va se recoucher après, on est dehors, c'est pas qu'on regarde le soleil droit dans les yeux, ça peut brûler la rétine, hein, si c'est mal fait, donc on fait attention à ça. Mais le simple fait d'être dehors, par la luminosité ambiante, suffit. On est dehors au moment du lever du soleil, on est pendant entre 10 et 30 minutes, on est dehors au moment du coucher du soleil, entre 10 et 30 minutes, et ça donne des ancrages pour le cerveau. On va dire, ça c'est le début de la journée, ça c'est la fin. Donc, on va régler cortisol, mélatonine, les hormones qui régulent tout le corps par rapport à ça. Et ça c'est très très important. Évidemment, je vais vous parler de tous les outils qu'il y a pour stimuler et remettre dans des niveaux normaux cette dopamine. Donc, on va avoir évidemment la douche froide du matin, qui infuse sur la journée, et si c'est fait tous les jours, qui infuse sur toute la semaine, qui permet de réguler grandement les addictions au café, qui est aussi une molécule qui surstimule la dopamine. Hein. Et donc la motivation, c'est pour ça qu'on se sent motivé quand on prend un café, qu'on est éveillé, que allez j'ai envie de faire des choses, etc., qui prépare à l'action. Je peux vous dire que quand vous prenez des douches froides tous les matins, froid évidemment c'est à chacun de gérer la température, ce qui est froid pour vous, vous avez beaucoup moins besoin de café, parce que vous êtes éveillé, réveillé. Finalement, caféine j'en ai pas besoin, parce que j'ai déjà cette montée de dopamine. Mais ça peut réguler aussi potentiellement ces pulsions-là. Après, vous aurez moins besoin, de la même manière que vous aurez moins besoin du café, vous aurez moins besoin de la cigarette, de ceci, de cela, du sucré, parce que vous êtes bien avec vous-même. Okay. Les respirations, calmantes, relaxantes, énergétisantes, les outils du corps en fait, l'effort, le goût de l'effort, c'est très très important le goût de l'effort, puisqu'on est dans une société qui a décorrélé la récompense et l'effort. Alors qu'avant, il nous fallait de l'effort pour trouver la récompense. Maintenant, on peut avoir la récompense sans l'effort. Et ça, comme on peut le voir, ça détruit les individus. L'accessibilité, le fait d'ouvrir son portable, d'allumer Internet et de tout de suite trouver, encore une fois, de la pornographie ou ce genre de choses, ou d'avoir H24 des aliments sucrés dans ses tiroirs, etc. Alors vous n'avez pas besoin de fournir d'efforts pour trouver vos sources de nourriture ou vos sources d'orgasme. Ça détruit nos systèmes circuits neuronaux. Ok. Donc, retrouver le goût de l'effort. Et ça, pour ça, le sport que j'aime tant, dont je vous parle si souvent, l'exercice physique, où on expérimente la sensation du corps en action, et on connaît ce grand sentiment de bien-être et de satisfaction au moment où ça se termine, où on est fier de soi, de s'être donné à fond. Là, c'est la corrélation parfaite entre l'interoception et l'extéroception, c'est-à-dire que on se sent bien, on a des sensations de bien-être, de cocon, et en même temps, on est euphorisé, énergétisé, et on est content de se projeter aussi dans l'avenir. Tout ça, c'est le sentiment de mastery, comme disent les Américains, donc la grande maîtrise. La grande maîtrise, en fait, c'est tout simplement le fait de se donner à son meilleur. Ça, c'est chacun, c'est pas quantitatif, on peut pas le mesurer. C'est à partir du moment où vous faites de votre mieux, c'est de la virtuosité, comme on pourrait dire. Et voilà, quand vous vous donnez à fond, que vous gravissez le sommet d'une montagne, vous êtes à la fois fier de vous, vous êtes à la fois, il y a tout qui se rejoint. Ok. Bon, c'est passager, évidemment, parce que vous avez bien compris que ces voies-là, c'est les voies de l'insatisfaction, du désir. Ça, il y a quelque chose qui va reboucler derrière, mais c'est pas grave. Vous retrouvez des sensations de l'interoception, ce qui est essentiel pour renforcer en fait ces voies de la sérotonine, l'ocytocine, la vasopressine, et pour empêcher qu'il y ait trop, justement, de projection dans un espace qui n'est pas ici et maintenant. Il
pour renforcer les deux. Les deux sont importants. Hein. C'est pas une catégorisation pour vous dire lui l'espace extéroceptif est négatif et ce qui est bien c'est le cocon ici et maintenant, etc. Non. Moi, je suis vraiment pas partisan de cette approche du développement personnel qui met l'emphase énormément sur le pouvoir du moment présent, comme dirait Eckhart Tolle. Je pense qu'il faut les deux. Et la nature nous a dotés des deux, donc il faut qu'on utilise les deux. C'est la capacité de se projeter dans l'avenir, d'imaginer et de faire des plans, des objectifs, etc. Et nourrir une pensée abstraite, c'est notre intelligence, comme je l'ai dit, c'est notre capacité à résoudre les problèmes. Et aussi avoir cette intelligence du corps, de l'écoute du corps, de ses propres ressentis, etc. Il faut jouer sur les deux. Et le fait de rééquilibrer le côté ici et maintenant va vous rendre meilleur à gérer les voies dopaminergiques. Pour ça, vous avez, encore une fois, toutes les techniques de respiration, de visualisation du corps, de ressenti du corps, la méditation. Mais là, il faut donner l'outil approprié à la personne. Si vous prenez un alcoolique notoire ou un drogué, vraiment, encore une fois, qui a une étape avancée de son addiction, vous pouvez pas le faire méditer. Vous pouvez pas lui dire mets-toi en tailleur et médite. Le gars, il est en manque. Donc, il faut lui donner des choses qui sont à sa portée, aménager son environnement dans un premier temps, et petit à petit, lui faire des techniques de respiration énergétisantes, où il va se passer un truc, où il va être acteur, où il va pas avoir l'impression qu'on fait rien, et petit à petit, le faire progresser vers une véritable méditation en pleine conscience. Et puis évidemment, tout ce qui touche à l'alimentation, on sait très bien que les produits sucrés, l'alimentation transformée, etc., stimulent et surstimulent les voies dopaminergiques. On sait très bien que les mammifères, comme les petites souris ou les rats qu'on utilise en laboratoire, choisissent généralement le sucre raffiné, le sucre blanc de table, comparativement à la cocaïne. C'est pour vous dire à quel point ce sucre-là est puissant. Donc, il y a aussi, quand c'est possible, l'aménagement vers une nourriture plus saine va aider, bien entendu, à limiter ces pulsions et ces crashs de dopamine. Ok. Bon, voilà, je vous ai donné les tenants et les aboutissants de l'addiction dans son sens le plus large du terme, avec notre Jean-Louis là et ce beau tableau, toutes ces explications-là. Et je vous ai donné quelques outils à la fin, qui sont surtout des outils comportementaux, c'est ce que j'aime le plus, parce que malheureusement, c'est pas en passant par en trouvant des plantes et des molécules qu'on va tout résoudre. Si c'était le cas, je pense que les fabricants en phytothérapie, en aromathérapie, etc. seraient déjà milliardaires s'ils avaient trouvé la plante qui permet de guérir des addictions. Non. Ça doit être un mélange des deux, ça peut aider, bien entendu, hein. Il y a plein de choses qui peuvent aider, des huiles essentielles relaxantes, des plantes relaxantes, etc., bien entendu. Mais je crois beaucoup et avant tout au comportement, à la compréhension du pourquoi, et à l'aménagement de l'environnement. Voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo sur la neurophysio vous a plu. On vous donne rendez-vous avec Jean-Louis dans une prochaine vidéo, et surtout, avant tout, n'oubliez pas que la vérité, elle est déjà en vous.